Bienvenue. Moi, je suis Michael Rickwood, Chief Coaching Officer de Ideas on Stage. Et nous allons lancer notre premier webinaire, cette fois en français. Nous avons déjà fait en anglais la semaine dernière. C'est notre nouvelle série de webinaires. Aujourd'hui, c'est comment maîtriser les sessions de questions et réponses. Alors, voici c'est Anthony. Alors, Anthony, c'est un jeune professionnel qui travaille à La Défense, qui travaille pour une grande structure d'assurance et garantie. Et aujourd'hui, Anthony doit donner une présentation très importante sur les risques et stratégies dans les prochains 6 mois, fin 2020 et 2021, pour justement pour ses chefs et pour ses supérieurs et ses managers. Donc, il a une journée assez importante devant lui. Donc, il a bien fixé ses objectifs. C'est justement de produire une présentation claire et mémorable. Deuxièmement, il a bien étudié le contexte. Bon, il pense qu'il avait bien étudié le contexte. Et aussi, il a bien réfléchi aussi des besoins de son audience. Le besoin, en fait, d'avoir des chiffres pertinents et de l'information sur les stratégies en avant. Après, il avait fait un brainstorm sur des bonnes idées, des messages, et certaines choses aussi créatives qui vont aider justement à l'apprentissage de tout ça. Et aussi, il a déroulé ça dans une structure cohérente qui justement fait des bonnes transitions entre chaque sujet. Il a même organiser une répétition pour bien être en sous 20 minutes, en fait le temps qui était prévu pour cette présentation, même avec un chronomètre. Donc, c'est un très bon élève. Et maintenant, il rentre dans une séance de questions-réponses de 15 minutes devant ses chefs. Alors, la première question est posée, mais c'est un sujet, en fait, qu'Anthony, il n'a pas vraiment réfléchi. C'est surtout, en fait, sur les stratégies en Asie, notamment en Chine. Alors, Anthony, il a du mal, en fait, de répondre. Et après, une deuxième question qui est enchaînée par les mêmes personnes. Il ne connaît pas les réponses. Et après, une troisième par quelqu'un d'autre. Et très vite, en fait, l'ambiance commence à refroidir. Et c'est difficile, en fait, pour Anthony de répondre à toutes ces questions. Et là, un grand moment de solitude descend sur Anthony. Et c'est vrai, après, même si la présentation était très, très bien, il a perdu quand même un peu de son pouvoir pendant cette période de questions-réponses. Et c'est dommage. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde. Il va se récupérer, apprendre ses leçons et être plus prêt pour la prochaine fois. Mais c'est vrai, lorsque nous sommes dans cette situation, ce n'est pas toujours facile. Si on se trouve fixé dans une audience et de ne pas avoir de réponse tout de suite, des grands blancs, des pauses, c'est vrai, ce n'est pas évident. Et c'est un genre de stress et on perd confiance en nous. On perd confiance en soi. Aujourd'hui, je veux juste en fait partager avec vous 3 étapes de vraiment bien préparer pour des séances de questions-réponses. Et en fait, en plus, j'ai le plaisir de faire ça en français. C'est la première fois en fait j'ai parlé de ce sujet en français. C'est un gros challenge pour moi, mais on y va. Alors, la première étape, c'est les fondations. Donc, c'est vraiment autour de la préparation d'un bon en fait séance de questions-réponses qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Et donc, comme dans les présentations, chez Ideas on Stage, nous, on adore des ABC, auditoire, le besoin de ces auditoires et le contexte. Alors, on commence avec le contexte, surtout parce que c'est le plus important. Dans les mots de Gary Vaynerchuk, entrepreneur new-yorkais, qui avait dit une fois que si le contenu est roi, le contexte est Dieu. Cet été, même si vous avez votre contenu, votre présentation, votre sujet, il y a tous les éléments en fait qui touchent autour. Et le contexte, c'est quand même très, très important parce que sans contexte, un message, il n'a pas d'utilité. Donc, bien sûr, pour vous, la recherche est nécessaire. Et moi, mon expérience avec la recherche, moi, souvent, dans le cas, je vais donner une présentation. Moi, je fais une revue des slides et parfois, je tombe sur des slides ou des citations ou quelque chose que je n'ai pas complètement maîtrisé. Et ça, parfois, on peut avoir des trous de notre savoir ou quelque chose. Et donc, c'est pour ça, c'est très important de juste être un petit peu plus exigeant, de bien être clair que moi, en tant que présentateur, j'ai vraiment maîtrisé tous les éléments et je suis prêt de vraiment répondre à tout ce que je peux dans la situation. Et si je ne peux pas,
qui est là pour m'aider dans ce cas-là? Et s'il n'y a personne autour de moi, quelle stratégie je peux employer pour répondre à cette question après la séance, plus tard, et pas devant zone auditoire. Et aussi, vérifier les faits. Être sûr que tous les faits sont, sont contrôlés, que vous avez les bons chiffres. C'est pour ça aussi, c'est important, c'est utile de préparer une annexe, des slides supplémentaires avec les numéros des chiffres à votre disposition. Et bien sûr, parfois, on peut nous poser aussi des questions de quelle est la pire chose qu'ils peuvent nous demander dans une situation de questions-réponses. On dit en anglais, en fait, quelles questions vont vous empêcher de dormir la nuit? C'est ça l'idée. Et donc, si vous avez des questions, si vous attendez des questions que vous savez qui vont être difficiles, ben, préparez-vous une réponse par avance et voilà, notez-le. Et si vous avez aussi l'opportunité de préparer par avance oralement, vous allez être dans une situation, une meilleure place en fait de répondre à ces questions difficiles. Donc ça, c'est le contexte. Après, nous avons l'auditoire. Alors, lors d'une situation de présentation, c'est sûr qu'à Ideas on Stage, on prépare des présentateurs de justement donner des messages qui vont aider l'auditoire, l'audience, à bien, par exemple, apprendre quelque chose, d'aligner plus vers notre point de vue ou notre vision, de les inspirer et de les motiver. De toute façon, il y a toujours une transformation qui a lieu, qui a la place. Alors, dans une question-réponse, ce n'est pas différent. Quelle notion, en fait, de changement on prend un genre dans cette situation de question-réponse? Tout simplement, en fait, de clarté. Donc, le besoin, justement, pour un auditoire, c'est être éclairci sur des choses qui n'étaient pas claires lors des présentations. Souvent, par exemple, on pense d'avoir bien présenté tous clairement, mais si c'est certain, il y a des gens qui vont peut-être pas tout comprendre, ils n'ont peut-être pas tout compris. Donc, la question-réponse, c'est vraiment votre opportunité de répondre à ces questions, de vraiment enlever tout ce qui n'était pas clair et adresser vraiment les besoins, les concerns de cette audience dans une façon interactive. Donc, audience, besoin et contexte. Donc, ça, c'est les fondations. Maintenant, la deuxième étape, le message. Alors, c'est vrai, une présentation, c'est juste en fait une série de messages dans un certain ordre qu'on projette vers une audience. Et les questions-réponses, c'est exactement la même chose, sauf que ça nous permet justement de rentrer dans une interaction et d'approfondir sur certains points qu'on ne pouvait pas dans la présentation principale. Alors, juste pour définir un message maintenant, je veux juste vous donner cette définition. Donc, un message, il annonce une phrase qui contient deux choses. Un de vos points les plus importants et un des problèmes ou un des valeurs les plus importants pour votre auditoire. Donc, à la fois quelque chose que vous avez envie, donc de valeurs que vous avez envie de faire passer, mais quelque chose aussi qui va catcher, qui va intéresser l'attention de votre auditoire. Par exemple, depuis 10 ans, Ideas on Stage accompagne les entreprises et les aide à trouver la bonne formule pour investir dans un environnement très compétitif. Donc ça, c'est déjà un exemple de chez nous, Ideas on Stage. Donc, obtenez l'aide de nos experts chez Ideas on Stage pour rédiger un message qui marque les esprits afin que le problème et sa solution soient connus de tous. Donc, à la fois quelque chose que vous avez envie de passer, mais quelque chose qui est aussi intéressant pour votre auditoire. Et c'est vrai, en fait, un message comme ça, c'est une quinzaine de mots. Et si vous mettez 3 messages ensemble, vous avez à peu près 50-70 mots, vous avez déjà quelque chose qu'on parle, en fait, on appelle un elevator pitch, un pitch d'élévateur. Et ça, c'est en fait souvent un genre de mini-communication que tous les entrepreneurs sont armés pour parler avec les gens, en fait, des nouveaux contacts, tout simplement de faire des autres à découvrir, en fait, leur service sur le produit ou une entreprise qu'ils ont envie de promoter. Mais c'est vrai pour des entrepreneurs ou tout simplement quelqu'un qui travaille pour soi, nous avons le contrôle pour nos communications.
Mais si vous êtes parti d'une grande structure, une grande entreprise, c'est différent. Et là, nous ne pouvons pas maîtriser la communication que nous avons envie de faire. On doit justement en fait obéir certaines hiérarchies et d'autres éléments autour de nous. C'est pour ça que je veux vous parler de la technique de feu tricolore. Alors, c'est quoi ça? C'est une façon de diviser vos messages dans différentes catégories. Par exemple, le feu vert, c'est les messages clés que vous voulez passer à tout prix devant cet auditoire. Donc, pendant les questions et réponses, vous avez les messages que vous avez déjà délivrés dans votre présentation, mais là, vous allez répéter, redonner dans vos réponses dans une question et réponse avec cette audience. L'ombre, les questions ombrées, en fait, c'est des réponses ombrées, c'est des messages utiles, mais pas nécessaires, qui vont enrichir les messages verts, mais qui sont moins importants. En fait, on appelle ça en anglais des messages top spin, qui vont justement enrichir des messages plus vitaux. Et après, il y a rouge, dans ce qui je ne dois absolument pas dire. Dans certains messages ou choses à éviter à tout prix. Alors, pour vous expliquer ça, je vais vous donner un contexte et je vais vous donner un exemple d'une communication assez mal passée en 2011, après la catastrophe de la Deepwater Horizon, qui avait impliqué la société BP, alors British Petroleum, qui à cette époque était gérée par Tony Haywood, le PDG. Alors, c'était une plateforme qui était entretenue par BP, une plateforme pétrolière qui a explosé à cause justement de mauvaise maintenance. Et à cette époque, il avait créé justement énormément de dégâts. Je pense que vous vous souvenez tous, sur le côté sud des États-Unis, donc Louisiane, Texas, Mississippi. Alors, juste après, Tony Haywood était cité d'avoir dit I'd like my life back, c'est-à-dire j'aimerais bien retrouver ma vie d'avant. Et malheureusement, c'était un message qui a complètement obscuré en fait les bons messages qu'ils ont essayé de passer à cette époque. D'autres messages qui auraient dû pas passer, c'était pas notre faute. Je blâme les entrepreneurs et les propriétaires de la plateforme pétrolière. Et le golfe du Mexique est une grande océan dont ça pourrait être pire. Encore un grand dommage pour les sociétés qui a commencé à perdre justement la confiance de ses actionnaires, ses partenaires et aussi ses clients. Alors, les bons messages qui peuvent passer sont sûrement ressemblent à un peu ça. Donc, nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour réduire l'écoulement de pétrole et stopper le dégât. Nous sommes vraiment désolés et nous assumons l'entière responsabilité des dommages. Mais bien sûr, avec les messages qui ne devraient pas passer, il était obscuré malheureusement. Et voici un exemple d'un message ombré qui va justement ajouter encore plus de l'information rassurante. Alors, c'est vrai, le message vert ne va pas changer la situation. La situation y a eu lieu, les dégâts ont été faits. Mais au moins, par rapport au point de vue de la société, une bonne communication, ça va quand même isoler plus le fallout, on va dire, d'une situation comme ça. Et pour le long terme, en fait, de la visibilité de la marque, c'est toujours mieux de communiquer dans une façon beaucoup plus réfléchie. Donc ça, c'est le message. Alors là, en fait, j'ai déjà vous parlé le contenu. Donc, déjà la préparation et le message même que vous pouvez utiliser lors de certaines questions-réponses. Mais c'est vrai, on parle souvent dans les présentations de les soft skills. Donc, dans une présentation, nous sommes en face d'un auditoire, on fait un speech, on enchaîne des messages. Donc, il y a tout un état, en fait, des tips et des outils pour bien faire ça. Mais dans une question-réponse, on rentre dans un autre type de soft skills. En fait, c'est une soft skills comme une danse ou si vous voulez, comme un combat. Dans le sens que c'est une interaction. Et ça nous demande de bien, en fait, d'adopter en fait le moment présent et d'être avec ces interlocuteurs devant nous. Et c'est vrai, la situation, ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup de personnes, comme j'avais expliqué au début. Mais il ne faut pas avoir peur. Et je pense qu'aussi, quelque part, il faut,
dans tous les cas, prends tout, comme tous dans la vie, avec un peu de légèreté. De savoir, bon, de toute façon, s'il y a des erreurs, ce n'est pas très grave. Mais c'est vrai, il faut quand même, le fond des choses, d'avoir une approche qui est quand même solide et professionnelle. C'est pour ça, justement, je voulais introduire un processus qui va vous aider justement d'adopter un peu plus d'agilité lorsque vous allez répondre à ces questions. Donc, ce processus, ça vient de Jerry Weissman, auteur de In the Line of Fire. C'est un super livre sur le sujet de questions-réponses. Et le processus, ça commence comme ça. Donc, vous allez ouvrir la séance, simplement avec le mot alors, je prendrai vos questions. Et c'est vrai, souvent, il y a peut-être une tentation parce qu'il n'y a personne qui lève la main. Bon, on s'arrête là, on va au bar ou au buffet et on termine plus tôt. Mais moi, je dis non, il faut toujours utiliser une séance questions-réponses, d'approfondir vos messages et surtout si vous avez passé une présentation qui n'était pas super, qui peut-être pour vous était voilà, pas le top du top, voilà, les questions-réponses peuvent justement vous permettre de changer cet axe-là et peut-être rendre voilà, les communications plus satisfaisantes pour votre audience. Donc, ouvrez la séance et voilà, vraiment insister pour les gens qui posent des questions. Donc, une fois qu'il y a quelqu'un qui lève la main, super, vous allez les identifier et donner le parole. Alors, c'est vrai que lorsque quelqu'un va dire une question, peut-être 7 fois sur 10, c'est une question courte, simple et facile à comprendre. Très, très bien. Mais souvent, les questions peuvent être vraiment trop longues ou même les questions multiples. Alors, lorsque les questions sont multiples, prenez un stylo et marquez-le dans un ordre qui a été dit et essayez de répondre dans la façon que vous avez entendu. Mais la plupart du temps, c'est vraiment juste parfois quelqu'un juste continue à parler. N'hésitez pas justement de les interrompre et demander est-ce que, merci beaucoup, est-ce que vous avez une question à me poser? Donc, toujours de ne pas accepter d'autres choses qu'une question ou quelque chose qui est formulé dans une question. Une fois ils vont vous poser ces questions, d'écouter attentivement à ces questions. Et là, nous avons l'expression en anglais encore, videz votre verre, to English, to empty your cup, de vraiment ouvrir en fait tous les oreilles et écouter et chercher le vrai sens de la question et essayer de repérer les mots-clés, les normes, les verbes. Il y a une tendance justement de vouloir formuler les réponses avant la fin de la question, mais il ne faut pas faire ça, parce que là, si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas vraiment formuler une réponse qui va le satisfaire. Donc, c'est très, très important ça. Donc, de respirer. Et pendant ce moment, en fait, que vous écoutez, de le montrer avec les repères visuels que vous êtes en train d'écouter, mais vraiment chercher pour le sens derrière tout ça. Alors, une fois qu'ils sont finis, remercier, reprendre la parole. Et là, une autre technique que vous pouvez employer à ce moment-là, c'est de reformuler tout ce que vous avez entendu. Parce que même si ce n'était pas vraiment clair, c'est une façon justement à trouver un accord avec les questionnaires, de leur dire, alors, si je comprends bien, voilà, qu'est-ce que vous avez me demandé aujourd'hui, c'est comment nous pouvons rester compétitifs dans un marché si difficile aujourd'hui, par exemple. Donc ça, c'est un exemple. Si eux, ils donnent de le côté un repère ou quelque chose, un visuel qui disait oui, c'est bien cette question, là, vous pouvez répondre. Donc ça, c'est la première chose avec la reformulation qui est bien. La deuxième chose qui est bien avec la reformulation, en fait, on dit en anglais, en fait, de paraphrase. Donc, c'est justement d'enlever parfois des mots qui sont peut-être un peu agressifs ou provocateurs. Donc, si par exemple, il y a quelqu'un qui dit voilà, pourquoi vous pensez que vous avez l'audacité, par exemple, de penser comme ça? Voilà, déjà, dans votre réponse, que vous pouvez tout simplement dire pourquoi vous pensez que nous pensons comme ça, c'est ça? Donc, voilà, enlever des mots qui sont peut-être provocateurs, justement pour donner un peu plus de neutralité à la question. Et là, c'est déjà, ça va aussi réduire un peu la pression. Donc, une fois que vous avez reformulé, vous donnez les réponses. Et normalement, vous pouvez finir cette réponse avec « Alors, est-ce que ça répond à votre question ?» Donc, s'ils ont dit encore « Oui, hoche la tête, oui, c'est bon », la prochaine question. Et donc, après, vous continuez le cycle.
Donc, juste pour finir ça, donc, vous devrez répondre immédiatement aux questions difficiles aussi. Donc, quand je dis immédiatement, je veux dire juste voilà, dans le moment. Bien sûr, prendre le temps de formuler une bonne réponse. Parce que voilà, dans le business, la transparence est très important. Donc, on ne peut pas juste dire pas de commentaires. Nous ne sommes pas dans la politique, dans le business. Ici, on ne peut pas être transparent. Nos clients vont aller ailleurs, c'est sûr. Deux, ce n'était pas des questions trompeuses ou fausses. Donc, corrige l'hypothèse. Donc, parfois, il y a des questions qui vont essayer de vous manipuler dans un autre sens. Un sens que, voilà, vous n'avez pas envie d'être dirigé. Voilà. Et ça, c'est pas sa place, justement, de poser ce genre de questions. Vous n'hésitez pas à le dire non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas ça dans la même façon. Et bien sûr, les questions non pertinentes, passez, mais dans une façon polie. Non, non, nous n'avons pas le temps pour ces questions-là, merci. Donc, pour résumer, 1. Les fondations, l'ABC de préparation, vérifier les faits, excusez-moi, facts, et fixer des objectifs clairs. 2. Le message. Définissez les messages clés, utilisez les techniques de feu tricolore pour hiérarchiser, ça c'est difficile en français, et éliminer les points problématiques. Et 3. La danse, ou si vous voulez, le combat, le processus du Q&A, écouter, identifier le besoin, fondamentaux des questions à paraphraser, reformuler, excusez-moi, Phil, répondre lorsque vous êtes prêt. Merci pour votre écoute. Merci, Michael. Maintenant, c'est le moment pour nous de poser des questions à Michael pour qu'on voit s'il pratique ce qu'il prêche. Donc, moi, je vais lire attentivement vos questions dans le chat. Donc, s'il vous plaît, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Zoom, j'ai hâte de découvrir vos questions. Comment est-ce qu'on gère une question ouvertement hostile? Oui, une question hostile, c'est sûr que c'est déstabilisant, c'est pas évident. Mais pour moi, alors, s'il y a deux choses. Si c'est une question difficile à répondre, ben là, les préparations que vous avez faites, ça va beaucoup compter. Donc, il faut vraiment, vraiment bien maîtriser. Après, si les questions sont hostiles dans le sens qu'ils veulent vous commettez ça, de vous mettre dans une situation qui est clairement inconfortable, il faut peut-être aussi réfléchir à ses objectifs derrière tout ça. Mais surtout pas, en fait, de perdre son sang-froid. Répondre aux questions, les meilleures de votre capacité. Respire, souriez et passez à une autre question suivante. Si vraiment c'est quelqu'un qui veut rentrer dans quelque chose, OK, lié avec le contenu. Donc, je pense que c'est pas bon de fuir cette situation. Il faut le combattre, mais combattre dans le sens d'approfondir les discussions, mais rester en point. Mais ne permettre pas, en fait, de montrer le ton, ou rentrer dans l'agressivité ou le perte de colère, perte de sang-froid. Parce que si on perd la colère, si on vient en colère, ça nous affaiblit, en fait, vraiment. Mais aussi, je veux juste vous dire autre chose. Lorsque vous êtes la personne, en fait, qui gère ces questions-réponses, n'oubliez pas que vous avez le contrôle. C'est votre question-réponse. Donc, si les gens, après, ils vont vraiment être en kikinant, difficile, de toute façon, vous passez à quelqu'un d'autre parce que c'est votre show, personne d'autre. Excellent. Merci, Michael. Nous avons deux autres questions qui sont arrivées. Donc, ça, c'est super. Je vais commencer avec la dernière pour l'instant. Donc, c'est Ursula qui nous pose la question. Comment est-ce qu'on gère une question hors sujet? La question hors sujet, de toute façon, si le temps est précis, il n'y a pas beaucoup de temps. D'abord, merci pour votre question, mais nous n'avons pas le temps, malheureusement, aujourd'hui d'adresser ce sujet. Mais si vous voulez venir après la séance, me parler directement, on peut peut-être parler de ça après. Mais si vous avez envie de répondre à ces questions hors sujet, allez-y. Si vous avez le temps. Ça dépend si c'est pertinent pour les autres membres du public, j'imagine. Et puis, nous avons Kayla qui nous pose une question. Comment répondre si on n'a pas la réponse? Malgré toute la recherche qu'on a pu faire, si on n'a pas la réponse, comment est-ce qu'on répond? Justement,
Première chose, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui peut répondre à ces questions? C'est très bien. Si vous travaillez en équipe, c'est toujours bien d'avoir vos collègues avec vous qui peuvent vous sauver la peau. Et si ce n'est pas possible, ben, de toute façon, pas besoin d'essayer de jouer le spin, ou, comment dire spin en français, mais tout simplement, je n'ai pas la réponse pour ces questions pour l'instant, mais viens me voir après cette séance et voilà, on va parler j'essaie de trouver des réponses après. Quoi. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Mais moi, je pense que d'être franche et honnête, et vraiment, si vous n'avez pas les réponses, on ne perd pas le temps de faire semblant que nous avons des réponses. Ça ne sert à rien, à mon avis. En effet, surtout pas faire semblant. Et Non, j'ai une autre question alors pour toi, Michael. oui. Comment est-ce qu'on fait lorsque on donne la parole au public pour pouvoir poser une question et puis il y a quelqu'un dans le public qui parle et qui parle et qui parle et qui, on n'a pas l'impression vraiment qu'il pose une question, mais qui continue et Oui, continue. On a ok, l'impression qu'il va merci. jamais. Merci, j'ai bien compris. Monsieur, est-ce que vous avez une question pour moi? Pas de question? Non, pas vraiment. Ok, ok, merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Non, mais c'est un peu ça l'idée. C'est vrai, moi j'ai vu des centaines d'événements avec parfois des questionnaires qui prennent le microphone, qui cessent pas de parler pendant 5 minutes. Et là, parfois, c'est aussi la responsabilité de la personne qui organise ou la personne qui est, comment dire ça, un maître de cérémonie, quelqu'un en fait qui gère entre les différents speakers, de justement faire le timing ou de couper des gens qui parlent trop longtemps. Mais si vous n'avez pas quelqu'un à cette disposition, c'est à vous de dire, excusez-moi monsieur, nous n'avons pas beaucoup de temps, est-ce que vous avez une question s'il vous plaît? Et donc, ils vont 9 fois sur 10 reformuler, ils vous donnent une question dans une phrase. Et après c'est sûr que dans ce format-là, c'est beaucoup plus facile à répondre que quelque chose qui dure une demi-heure. Tout à fait. Alors, une dernière question et je vais demander une réponse courte parce qu'on Oui. arrive à la limite de notre demi-heure. S'il y avait une question, Michael, que tu ne voulais surtout pas que l'on te pose aujourd'hui, Oui. ça aurait été laquelle? Euh, une question que je voulais pas que vous me posiez aujourd'hui, il n'y a pas. J'adore toutes les questions. Je veux toutes les questions. Même s'il y a autre sujet. Tout. S'il vous plaît. On a pu gérer toutes les questions du public et je suis ravi. On a tenu exactement dans le timing qu'on avait imaginé. Donc, merci à Michael, merci à tous, merci à tout le monde d'avoir Juste un dernier participé. message. Oh, Juste un dernier dernier message, message. Michael, OK. vas-y. C'est un sujet assez vaste, hein, mais tout ce que je vais vous montrer, c'est vraiment dans la pratique. Hein. C'est surtout les dernières parties. Donc, n'hésitez pas de mettre ça en pratique. Et vous allez voir 2, 3, 4, 5 fois. Après, ça va vraiment faire une différence. Et vous allez se sentir beaucoup plus soulagé face au contexte difficile de questions-réponses. Donc, bon courage. Merci pour être là et à la prochaine. Excellent. Merci, Michael. Donc, n'oubliez pas, nous avons d'autres webinaires qui vont arriver par la suite. Les 7 péchés capitaux des réunions en Exactement. ligne. Nous Exactement. avons les pro tips, donc les astuces des pros pour Zoom. Et puis, comment t'édifier vos présentations en entreprise. Donc, pas mal de webinaires courts, j'espère intéressants pour vous d'ici Noël. Donc, j'espère vous y voir nombreux. Vous pouvez revoir ce webinaire et les autres sur notre chaîne YouTube. Et donc, n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, sur LinkedIn. Merci à tous. Merci Michael. Merci à Marine d'avoir organisé tout ceci. Merci à vous d'avoir participé et à très bientôt. Au revoir.